Alors, bon matin à tout le monde. Je me présente Julien Trussard, président du conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie des Moulins. La CCIM est fière d'accueillir pour une 15e année consécutive cette grande conférence annuelle qui traitera des perspectives économiques et financières. Cette activité est une présentation de Desjardins Entreprises et des MRC Les Moulins, Joliette et l'Assomption. La présentation d'aujourd'hui est propulsée par la CCIM en collaboration avec deux autres chambres de commerce de la Naudière. Je vous présente les DG qui sont à mes côtés ce matin. Alain Bienvenu, DG de la Chambre de l'Assomption, ainsi que Jade Bessette, DG de celle du Grand Joliette. Bonjour à vous deux. Bonjour, bon matin. Bonjour Julien. Bienvenue à vous tous. Comme vous le savez, les entreprises sont au cœur du dynamisme économique de notre territoire et nous sommes très fiers de chacun de leurs accomplissements. Bien que la situation évolue constamment et que l'avenir semble incertain à bien des niveaux, certaines grandes tendances peuvent être observées et nous donner des indicateurs intéressants pour la santé de notre économie. C'est l'économiste principal chez Desjardins, Mme Joëlle Noro, qui aura le plaisir de vous faire cette présentation aujourd'hui. Sachez que la présentation va se poursuivre avec une période de questions. D'ailleurs, tout au long de la présentation, on vous invite à poser vos questions via le clavardage ou encore via le Q&A, en fait, le question-réponse qui se trouve au bas de votre écran. Et nous répondrons à la fin de la présentation de Mme Noro. Sachez aussi que lors de la période de questions, vous pourrez également lever la main et nous activerons votre micro et, si vous le désirez aussi, votre caméra vidéo. Si tout se déroule bien, l'activité devrait prendre fin à 9h30 et nous vous invitons à rester jusqu'à la fin. Merci. Puisque notre conférence de ce matin est une collaboration des MRC Les Moulins, MRC de Joliette et de la MRC de l'Assomption, j'invite Guillaume Tremblay, préfet de la MRC Les Moulins et maire de la ville de Mascouche, à vous adresser quelques mots. Monsieur Tremblay, la parole est à vous. Merci beaucoup, mon cher Julien. Donc, au nom de la MRC des Moulins et de la MRC de l'Assomption et de Joliette, il me fait grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l'édition 2023 de cette conférence tant attendue. J'ai le plaisir de saluer la présence de mes collègues et partenaires de cet événement, Sébastien Nadeau, bonjour Sébastien, ainsi que Pierre-Luc Belrose, qui est le préfet suppléant de la MRC Joliette, maire de la ville de Joliette aussi. Je salue également tous les élus de la Naudière qui participent à cette conférence. Initiée par le Service de développement économique et touristique de notre MRC il y a plusieurs années, la conférence sur les perspectives économiques et financières est devenue un incontournable au fil du temps. Je tiens à saluer d'ailleurs la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins et Desjardins Entreprises de la Naudière de maintenir comme part d'attache la MRC des Moulins dans le cadre de cet événement à caractère régional. Notre conférencière, Mme Noro, sait comment nous brosser un tableau lanaudois tout en nous situant dans le contexte national et international. C'est là une belle valeur ajoutée à ce contenu de haut niveau. Bien que l'apogée de la pandémie soit derrière nous, le contexte économique et financier comporte son lot d'incertitudes, comme vous le savez, l'inflation, la crise du logement, la pénurie de la main-d'œuvre. Les défis sont nombreux et nous avons tous bien hâte de savoir ce que les prévisions de Desjardins nous réservent. J'ai toutefois pleine confiance dans notre capacité à maintenir le cap sur la prospérité. Je sais également que la région peut compter sur des entrepreneurs, ses dirigeants d'entreprise et sa population active pour donner pleine mesure au potentiel économique de nos localités. Vous pouvez aussi compter sur les élus et les administrations publiques pour vous soutenir dans cet élan en assurant les conditions propices au développement durable de nos territoires. Merci beaucoup et bonne conférence. Merci, M. Tremblay. Nous invitons maintenant M. Éric Prudhomme, directeur du Centre Desjardins Entreprises La Naudière, notre partenaire principal de cette activité, à vous adresser quelques mots et présenter notre conférencière. Merci Alain. Bon matin tout le monde. Premièrement, félicitations à toutes les chambres de commerce, à tous les acteurs économiques qui ont organisé cet événement ce matin qui est devenu une tradition. Donc pour Desjardins, c'était devenu tout à fait, c'est tout à fait normal d'être partenaire traditionnel de cet événement-là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je m'excuse. Il y a beaucoup d'incertitudes économiques en ce moment. Il se passe un paquet de choses et je pense que la conférence de ce matin va être encore une fois un incontournable pour nous diriger. Vous avez le support de tous les acteurs économiques, vous avez le support de Desjardins, évidemment, peut-être une fierté lanaudoise
Le Centre des jardins d'entreprise Lanaudière est à l'image de sa région, un des centres les plus actifs et avec la plus grande expertise au Québec. On est là pour vous supporter, mais être partenaire, c'est aussi donner de l'information de qualité, de diriger les entrepreneurs dans les perspectives économiques qu'on connaît. Donc, moi, j'ai le plaisir de vous présenter de façon officielle notre conférencière avec laquelle on est tellement habitué de l'entendre à chaque année. Donc, Mme Joëlle Noreau, qui est économiste principale chez Desjardins dans le mouvement depuis plus de 20 ans. Elle est aussi rédactrice de la revue Perspective, qui est publiée mensuellement. Elle travaille sans relâche à faire des analyses sectorielles avec son équipe, avec des analyses d'un marché du travail pour nous donner une vision de ce qui s'en vient. Donc, sans plus tarder, Mme Joëlle Noreau, à vous la parole et merci encore une fois d'avoir accepté de venir nous joindre. Vous êtes quasiment rendu de la Nodoise. Effectivement. Je vous remercie beaucoup. Merci de votre accueil. En fait, merci de vos invitations répétées. C'est toujours avec bonheur que je me présente devant vous, mais aussi avec un certain stress, compte tenu du fait qu'on se prononce sur des présentations, sur des prévisions. On espère toujours qu'elles seront le plus justes possible, mais vous comprendrez que dans le contexte actuel, on est toujours dans l'inédit, en fait, depuis 3 ans. Depuis 3 ans, on vit des situations d'exception. Donc, on essaie de naviguer au mieux. Nous sommes, je puis dire, dans un phare, on regarde peut-être plus loin que la moyenne des gens. On a un grand nombre d'outils, ce qui ne nous rend pas infaillibles. Donc, la présentation que je vous fais aujourd'hui, elle sera, en plusieurs temps. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est le travail de toute une équipe. Toute une équipe, des gens qui sont à la fois des spécialistes des taux d'intérêt, des monnaies, de l'économie américaine, canadienne, québécoise. Donc, ça fait en sorte que cette présentation-là, elle recouvre un vaste champ d'expertise. Il y aura des questions à la fin. J'y répondrai au meilleur de ma connaissance. Toutefois, il se peut que je n'aille pas aussi loin que vous le souhaiteriez. Ce que je vous invite à faire, c'est de laisser vos coordonnées auprès des gens qui vous ont lancé l'invitation, donc les chambres de commerce notamment, pour que nous puissions recueillir votre demande et qu'on puisse vous revenir dans les prochains jours avec une réponse plus étoffée de la part de mes collègues. On le fait dans d'autres événements. Je vous en prie, profitez de cette occasion qui vous est offerte. Par ailleurs, la présentation sera disponible après la présente prestation. Donc, si vous voulez prendre des notes ou des choses comme ça, comme je vous dis, parce qu'il arrive des fois qu'on ait des données qui soient écrites en plus petit ou tout ça, donc ce sera plus facile de consulter à la suite quand vous aurez le document en main. Alors, on débute. Donc, prévision économique et financière pour l'année qui débute. Le thème, en fait, et vous le devinez bien, c'est que les prochains trimestres s'annoncent un peu plus difficilement. La présentation se fera en 6 temps. À l'acétate suivant, on verra le plan, là, c'est le plan que j'entends suivre. Donc, dans un premier temps, l'économie mondiale, on va voir que la récession semble imminente. Par ailleurs, si on regarde du côté américain, on reviendra de ce côté-ci de l'Atlantique, donc sur le continent nord-américain. Aux États-Unis, l'économie se rapproche d'une période plus difficile. Du côté du Canada, les perspectives s'assombrissent, malgré le fait qu'on ait un marché du travail extrêmement dynamique, puis on y reviendra. Du côté du Québec, bien, il se pourrait que la récession soit déjà commencée. On verra comment. Et enfin, du côté de la Lanaudière, la région ne vit pas isolément, bien qu'elle ait un moteur très important, un moteur interne très important qui est la croissance de sa population. Donc, la région n'échappe pas à la morosité générale qui est au ralentissement, mais elle a quand même des atouts. Et parmi ceux-ci, je disais, la croissance de la population et j'oserais dire le dynamisme de sa communauté d'affaires, on y reviendra. Donc, du côté des entreprises, on va finir avec une section sur les entreprises où on va aborder les questions de taux d'intérêt, de main-d'œuvre, etc. Donc, on aura à ce moment-là un portrait plus étoffé qui touche davantage les entreprises. Or donc, on commence avec l'économie mondiale. Donc, habituellement, en fait, puis très souvent, si on regarde les épisodes de récession qui ont lieu depuis le début des années 60, donc depuis 62, 63 ans, il y a 46 récessions. Mais ce ne sont pas des récessions mondiales. Il y a des récessions qui ont touché seulement certaines régions du monde. Bien, les signes avant-coureurs qui étaient là dans la plupart du temps, en fait, pour une trentaine d'entre elles sur 46, il y avait un resserrement de la politique monétaire, ce qui veut dire une hausse importante des taux d'intérêt.
il y avait un choc pétrolier dans à peu près une douzaine de cas qui avaient provoqué la récession. L'éclatement du bulle immobilière également. C'est notamment là, le cas pour la récession de 2008-2009. Crise bancaire, austérité budgétaire, choc de taux de change, choc de demande extérieure, puis encore plus récemment, pandémie. Parce qu'on a vécu quand même une récession là, en 2020 en raison d'une pandémie, et ça, c'est arrivé une seule fois. Mais il reste que parmi les éléments qui sont là, il y en a quand même plusieurs qui sont réunis au moment où on se parle pour faire en sorte qu'on se dirige vers une récession. Donc, on resserre la politique monétaire aux taux d'intérêt généralisés sur le globe. Choc pétrolier, on sait qu'au sortir des premiers confinements, on a connu une appréciation remarquable des prix de l'énergie. On parle du pétrole, mais on parle également du gaz naturel. Éclatement d'une bulle immobilière, à tout le moins à plusieurs égards. On a vu le prix des maisons s'apprécier énormément et on voit des reculs au moment où on se parle. On ne parle pas de crise bancaire, mais il reste quand même que plusieurs ingrédients sont réunis pour faire en sorte qu'on vive une récession. Si on va à la étape suivante, on va voir qu'on a, semble-t-il, à tout le moins, à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui, le pire de l'inflation semble passer. Et on a vécu des hausses spectaculaires en termes de nombre, certainement pas à la mesure de ce qu'on a pu apprécier. Ça a été extrêmement douloureux. Ça nous a rappelé des épisodes, dont celui des débuts des années 80 suite à un choc pétrolier, où on avait connu là, des hausses de taux et des hausses d'inflation absolument incroyables. Donc, on s'est retrouvé dans cette dynamique-là, après déjà affaibli, après la fameuse pandémie et les confinements qui nous permettaient de gérer un peu l'état de la santé de la population. Donc, baisse graduelle du taux d'inflation à la lumière de plusieurs facteurs, on va y revenir. Donc, vous voyez que du côté de l'Europe, si on regarde à la droite complètement, les taux sont un peu plus élevés que ce qu'on peut observer ici au Canada et aux États-Unis, notamment en raison des prix du gaz naturel. Il n'y a pas 56 000 façons de combattre l'inflation. Celle qui a fait ses preuves le plus souvent, c'est la hausse des taux d'intérêt. En fait, je vous dirais, à la lumière de ce qu'on sait de cette fameuse hausse de l'inflation-là, où on a vu qu'on avait une demande très pressante de la part des consommateurs et des entreprises et que l'offre pour répondre à ça ne s'ajustait pas. On a vu les taux s'ajuster. Donc, on a décidé d'agir sur notre fameuse demande et pour baisser la demande, on hausse les taux d'intérêt. Donc, à la étape suivante, vous allez voir que la majorité des grandes banques centrales ont dû agir avec force pour modérer la demande et contrôler, dans le fond, ce qu'on appelle les anticipations, ce que les gens attendent par rapport à ce que va arriver dans le futur en matière d'inflation. Donc, on voit qu'à partir de 2022, l'ensemble des quatre banques qu'on regroupe ici, là, mais on pourrait voir pour d'autres institutions, on a vu une hausse des taux d'intérêt se manifester avec une croissance quand même assez rapide par rapport à ce qu'on a connu. Il faut dire qu'on partait d'extrêmement bas historiquement. Si on avait fait remonter le graphique beaucoup plus loin dans le temps, on n'aurait pas vu en fait des taux aussi bas là, que ce qu'on peut observer pour 2020-2021. Donc, les taux ont augmenté pour contenir la fameuse demande, faire en sorte qu'on ralentisse l'économie, ce qui fait en sorte qu'on parle à l'heure actuelle de récession. Si on va à la étape suivante, on va voir que pour l'année qui s'en vient, donc 2023, vous allez voir, on n'a pas encore le bulletin pour l'année 2022, on n'est pas au début d'année. Ça prend toujours un certain temps pour avoir le bulletin, en fait, notre taux de croissance de notre fameux PIB. PIB qui est la valeur de ce que produit l'économie en biens et services dans une année. Donc, pour l'année qui vient de s'écouler, on a quand même une croissance qui n'est pas négligeable. Il faut dire qu'on sait, en plus, on était dans un rebond en 2021 suite à la récession de 2020. Il reste que vous observez que le bâtonnet se situe aux alentours de 2 pour l'année qui vient pour l'économie mondiale. Ce qui fait en sorte que certaines économies seront en récession, puis je l'ai évoqué tout à l'heure, notamment en Amérique du Nord, et en Europe, mais il reste qu'en Asie, certains pays vont quand même réussir à tirer leur épingle du jeu, ce qui fait que pour l'ensemble de l'économie mondiale, on aura peut-être un taux autour de 2 mais on ne sait pas encore si la Chine tombera en récession comme telle. On sait qu'avec leur politique zéro COVID, ça a créé beaucoup de ralentissements au cours de l'année dernière. La fin de cette politique-là fait en sorte qu'à court terme, oui, ils sont plus affaiblis parce que beaucoup de gens sont malades, mais il reste que dans les mois à venir,
il risque d'y avoir un certain rétablissement et on risque d'avoir aussi moins de ruptures dans les approvisionnements, donc une prévisibilité un peu plus grande, mais aussi peut-être une croissance de l'économie chinoise qui serait positive. Donc, tout ça fait en sorte que pour l'année qui vient, on attend une récession mondiale autour de 2 %, ce qui est, en fait, si on compare par rapport à 2020, un choc beaucoup moins grand. Si on regarde maintenant du côté des États-Unis, il y a l'acétate suivant, on voit que notre message, c'est que l'économie se rapproche d'une période plus difficile. Elle se rapproche parce qu'au moment où on se parle, en fait, en 2022, le début d'année était difficile aux États-Unis. Il y a eu un rétablissement au cours du 3e trimestre. On attend, en fait, le bulletin pour le 4e trimestre, donc la période d'octobre, novembre et décembre. Mais ce qu'on constate, et on le voit à l'acétate suivant, c'est qu'il y a une croissance vraiment importante du marché du travail, de l'emploi. Donc, la création d'emplois, selon l'enquête qu'on fait auprès des entreprises aux États-Unis, nous laisse croire que pour l'an dernier, pour l'année 2022, on a eu une croissance de 4,5 millions d'emplois, ce qui est énorme. Ce qui met de l'énergie aussi dans l'économie américaine, dans la mesure où on sait que les consommateurs sont quand même le moteur de l'économie américaine. À peu près 70 % de l'économie américaine repose sur les dépenses des consommateurs. C'est quand même pas négligeable. Donc, dans la mesure où il se crée de l'emploi, c'est sûr que ça amène une certaine énergie dans l'économie américaine. Par contre, ce qu'on sait, c'est que du côté des entreprises, il y a un essoufflement réel. Après 3 ans de pandémie, ce n'est pas étonnant, quoique ils n'ont pas vécu ça de la même façon qu'ici. Il y a eu moins de confinement, moins de fermeture, mais il y a quand même certains États dans lesquels les mesures ont été plus sévères. Donc, ce qu'on observe aussi, c'est au niveau de nos fameux indicateurs. J'aurais pu vous montrer énormément de graphiques sur les indicateurs qui concernent les entreprises, mais on sait que les indices des directeurs d'achat dans les grandes entreprises et dans les petites aussi, on voit qu'il y a un ralentissement chez ce chapitre-là. Les commandes commencent à diminuer, que la cadence commence à diminuer aussi, ce qui laisse croire que l'ensemble de l'économie américaine va diminuer en dépit d'une croissance de l'emploi qui a quand même été relativement soutenue. On voit pour les bâtonnets plus récents, septembre, octobre, novembre, la croissance n'est pas aussi vigoureuse qu'en début d'année 2022. Éventuellement, on aura peut-être une croissance négative, mais ce à quoi on s'attend du côté américain, ce n'est pas nécessairement des pertes d'emplois énormes, comme ce qu'on a pu comparer ou qu'on a pu observer au cours de l'année 2020 ou lors de la récession de 2008-2009. Ce n'est pas une récession à l'image de ce qu'on a déjà observé. On est dans une situation d'exception depuis 3 ans et on continue d'avoir, comment dire, des perspectives négatives pour l'économie américaine qui viennent, pour l'année qui vient, mais il reste que ce à quoi on s'attend, ce n'est pas une récession qui soit longue et profonde. Si on va à l'acétate suivant maintenant, on voit que les hausses de taux d'intérêt qui ont été décrétées aux États-Unis, on voit que le marché de l'habitation s'ajuste aux hausses de taux. Donc, on voit que les ventes de maisons existantes, donc maisons déjà construites, sont à la baisse. Il faut dire aussi que la hausse du prix des matériaux n'a pas aidé non plus. La vente des prix des maisons commence à diminuer au moment où on se parle. La situation n'est pas la même au Canada où les prix ont commencé à diminuer beaucoup plus rapidement. On va y revenir là ultérieurement. Donc, on voit que, oui, les hausses de taux commencent à produire leurs effets, notamment sur le marché de l'habitation et aux États-Unis, on le remarque au moment où on se parle. Et les tendances-là à la baisse, on risque de les observer aussi dans les mois qui viennent. Si on va à l'acétate suivant, on va voir que du côté de l'inflation, on observe plusieurs choses. Si, disons, le graphique peut sembler assez coloré, merci, mais en fait, les grands messages, c'est si on exclut ce qui est aliments et énergie, on voit qu'il y a une diminution réelle de l'inflation. Et au moment où on parle de désinflation et non pas de déflation. Désinflation, ça veut dire qu'il y a toujours une inflation, mais elle est moins rapide. Déflation, il y a une baisse effective des prix. Donc, au moment où on parle davantage de désinflation. Donc, une inflation qui va devenir de moins en moins rapide dans le temps, notamment en raison de la hausse des taux d'intérêt qui vient ralentir le moteur interne de l'économie. Mais la lutte à l'inflation n'est pas terminée parce qu'on voit qu'il y a quand même des taux qui sont relativement élevés par rapport à ce qu'on a pu observer dans le passé, dans les années, en fait, ne serait-ce que dans la décennie 2010. Donc, on voit qu'au moment où on se parle, on a des baisses qui se manifestent, mais qui vont continuer d'apparaître au cours des mois qui viennent.
Si on va maintenant à la CETA suivante, on sait par contre que la hausse du marché du travail, des emplois, contribue à soutenir le moral des ménages, en fait, la confiance. La confiance des ménages, elle est mesurée de toutes sortes de façons, mais notamment avec une enquête qui permet de voir et de demander aux gens dans quelle mesure êtes-vous prêt à faire des achats importants dans les 3, les 6 ou les 12 prochains mois par rapport à votre perception de ce qui va se passer dans les prochains mois. Pensez-vous que l'économie va moins bien se porter, mieux se porter, etc. Et par rapport au passé, est-ce que vous pensez que la situation actuelle est moins bonne ou meilleure? Donc, et ces indices-là ont fait leur preuve, c'est pourquoi on continue de les utiliser. Et ce qu'on a observé plus récemment, c'est que le moral des consommateurs américains remonte dans la mesure où on voit les prix de l'essence baisser et on voit les taux hypothécaires 30 ans commencer à diminuer. Donc ça maintient un peu le moral des consommateurs américains. Et comme je le disais tout à l'heure, comme 70% de l'économie américaine repose sur les dépenses des consommateurs, ça fait en sorte que ça va faire une récession qui va être moins douloureuse que ce qu'on aurait pu anticiper. Si on va à la CETA suivante maintenant, on va constater que, comme je le disais, on ne s'attend pas à une baisse importante de l'économie. Donc, si on regarde pour l'année 2023, en fait, vous avez la ligne pointillée au centre du graphique qui nous permet de mesurer là où on est rendu. Donc, on a les résultats pour le 3e trimestre et le 4e trimestre. Et ce qu'on s'attend, c'est qu'au début de l'année 2023, on ait une croissance économique qui soit légèrement négative, ce qui fait que pour l'ensemble de l'année, parce qu'au 4e trimestre, on devrait sortir la tête de l'eau, on aura à ce moment-là une croissance pour toute l'année qui va se chiffrer aux alentours de 0,3-0,4 %. Donc, c'est un peu ce qu'on anticipe au moment où on se parle pour l'économie américaine. Et pour 2024, une croissance un peu plus rapide. Si on regarde du côté canadien maintenant, de ce côté-ci de la frontière, il y a les perspectives qui s'assombrissent. On va voir comment. Si on va à la CETA suivante, on voit que, comme je le disais tout à l'heure, du côté canadien, on observe aussi du côté du marché de l'habitation un ralentissement marqué. On le voit notamment pour tout ce qui est la revente de maisons, donc le nombre de transactions qui a passablement diminué en 2022 et qui va continuer de baisser un petit peu en début d'année, mais qui va se maintenir. Comment va se maintenir finalement là, à ce niveau-là pour les prochains mois. On voit aussi que les prix ont passablement diminué et vont continuer de diminuer dans les mois qui viennent. Cependant, on ne parle pas d'effondrement du marché. Il n'est pas question d'une dynamique du marché de l'habitation qui s'apparente à celle qu'on avait observée aux États-Unis en 2008-2009, où vraiment tout le marché immobilier était basé sur un château de cartes qui s'est effondré. Donc, oui, diminution des prix, oui, diminution de cadence, oui, diminution du marché de l'habitation en matière de construction neuve, mais pas d'effondrement, ça ne sera pas nécessairement dans un désordre absolu. Donc, et c'est déjà entamé, on vit déjà avec ça. On voit que la hausse des taux d'intérêt a produit ses effets. Si on va à la CETA suivante maintenant, on observe que pour le Canada, si on regarde le 3e trimestre, on voit que la demande intérieure, dans le fond, la demande intérieure, c'est le moteur propre de l'économie canadienne qui repose à la fois sur les dépenses des consommateurs, les dépenses des gouvernements, les investissements en habitation, les investissements des entreprises. Et dans le fond, si on suit simplement là, la courbe qui est verte, la ligne qui est verte, on voit que ce moteur-là interne a commencé à ralentir déjà au Canada. Donc, et que si on est pour, en fait, connaître un 4e trimestre, donc toute vraisemblance, ça ne sera pas vraiment très dynamique non plus. Les exportations nous ont bien maintenus à ce jour, mais il reste que du côté américain, on va voir éventuellement un ralentissement de l'économie et on va moins demander nos biens à ce moment-là, on va moins exporter aussi, ce qui va contribuer à faire en sorte que le Canada sera en récession là, au début de l'année 2023, à l'image de ce qu'on va observer du côté américain pour les 3 premiers trimestres notamment. Si on va à la CETA suivante, j'aimerais attirer votre attention sur l'effet des hausses de taux d'intérêt. Donc, les hausses de taux, ils frappent d'abord le marché de l'habitation parce que c'est quand même un élément extrêmement important dans un budget familial. Donc, et vous avez là l'effet maximal sur les dépenses. Et ce qu'on constate, que l'effet maximal n'est pas encore atteint. On voit que pour les ventes de propriétés,
ça prend 5 trimestres avant d'avoir le plein effet des hausses de taux d'intérêt. Donc, 5 trimestres après le début des hausses. Donc, on a commencé à hausser en mars prochain, ce qui fait qu'on pourrait se rendre jusqu'à l'été prochain pour atteindre le maximum d'effet sur le marché de la revente des maisons. Sur la rénovation, ça prend 8 trimestres. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'effet avant. Puis vous savez, on vient de constater sur l'acétate précédent qu'il y a des effets, mais le maximum se fait sentir à ce moment-là. On parle encore de 8 trimestres pour la construction résidentielle, les dépenses des ménages pour les voitures. Il faut dire qu'à ce titre-là, les problèmes qu'ont connus les constructeurs ont passablement ralenti ce marché-là déjà. Les dépenses des ménages en matière de biens, ça peut prendre jusqu'à 10 trimestres et pour les services, ça peut prendre plus de 12 trimestres. Si on va à l'acétate suivant, maintenant, on va voir qu'il y a quand même une diminution de l'inflation. Et ce graphique qui est là vous permet de voir simplement que quand on fait le calcul de l'inflation, on se rend compte qu'il y a une proportion de plus en plus grande de biens qui ont une inflation plus faible que les 3 mois précédents. Donc, l'inflation, le taux d'inflation demeure, mais il est de moins en moins important sur une part croissante de biens. Donc, on va finir par faire ralentir l'ensemble de l'inflation et pas uniquement les prix d'énergie comme on a observé au cours de l'automne. Si on va maintenant à l'acétate suivant, on va voir que l'inflation, la projection qu'on a, la trajectoire qu'on va suivre, c'est la suivante. C'est que, vous voyez, jusqu'à la ligne pointillée, c'est là où on se trouve, on a connu un sommet, tant pour le total de l'inflation que quand on fait le calcul sans les aliments et l'énergie. Donc, le sommet est déjà atteint. Selon toute vraisemblance, si on exclut les éléments et l'énergie, on va poursuivre encore avec des taux qui ressemblent à ceux qu'on a là, mais dans les prochains mois, on va voir graduellement diminuer ces éléments-là dans notre panier de consommation, que ce soit des aliments, mais aussi que ce soit pour l'ensemble des biens. On voit qu'il y a de moins en moins de problèmes aussi du côté des approvisionnements, ce qui enlève aussi une pression sur le prix de l'ensemble des biens. Donc, selon toute vraisemblance, d'ici la fin de l'année, on devrait être beaucoup plus près des 2 à la fin de l'année 2023. On a connu pour le Canada une inflation aux alentours de 6,7-6,8 pour l'année 2022. On serait plus près de 3,1-3,2 au Canada pour l'année 2023. Et en 2024, on s'attend à une inflation tout près des 2 qui est la cible, qui est visée par la Banque du Canada. Et c'est un peu ce qu'on a vécu aussi depuis, je dirais, la fin des années 90, ces années 2000 et 2010. C'était une inflation à ces niveaux-là. C'est ce que les grandes autorités bancaires tentent de ramener comme contexte inflationniste. Si on va à l'acétate suivant maintenant, on va voir au niveau, comme je vous le disais tout à l'heure, de la croissance de l'économie. Donc, vous avez la ligne pointillée. À partir de la ligne pointillée, vous avez le premier bâtonnet qui est positif, qui est celui du 4e trimestre. On s'attend à un 4e trimestre positif au Canada. Et ensuite, un début d'année où ce sera plus difficile. Mais écoutez, on ne voit pas des baisses extrêmement importantes, ni très prolongées. Et une fin d'année, un 4e trimestre où on remonte quelque peu. Ce qui fait que pour l'ensemble de l'année, on aura une croissance qui sera aux alentours de 0,4 %. Donc, pour l'ensemble de l'année, ce qui n'est pas, au moment où on se parle à tout le moins, on ne peut pas parler de récession profonde. Si on va maintenant du côté du Québec, on se rapproche toujours de la région. Donc, la récession semble déjà débuter. Pourquoi elle semble déjà débuter? Parce qu'on reçoit le bulletin finalement de notre économie avec notre fameux PIB. Donc, on reçoit notre bulletin à tous les trimestres. Et le 3e trimestre, donc la période de juillet ou septembre, s'est avérée négative. Si on devait avoir un trimestre négatif au 4e trimestre, et ça, on aura des nouvelles seulement à la fin mars à cet effet-là, donc on pourrait parler techniquement de récession, mais au moment où on se parle, on ne parle pas de diminution de l'emploi, spectaculaire ou une diminution importante. En fait, l'emploi plafonne, et c'est ce qu'on va voir à l'acétate suivant. Donc, on voit que la progression de l'emploi s'essouffle peu à peu. Mais il faut dire que la demande est très, très grande aussi en même temps. Donc, oui, il y a un essoufflement, mais on s'attend aussi à ce que
le taux de chômage, quand même, augmente quelque peu. Il faut dire qu'on a atteint des niveaux records, notamment en novembre dernier, on était à 3,8 et qu'on a remonté à descendre à 4 Mais écoutez, ce sont des taux absolument incroyables. Il faut voir que dans les années 90, on avait des taux au-delà de 10 Il faut voir aussi que lors de la dernière récession, on a quand même monté assez haut. Donc, ce qui fait en sorte qu'on s'attend pour l'année qui vient à ce que notre taux de chômage au Québec aille aux environs de 6 ce qui est quand même assez bon, sincèrement extrêmement bon. Donc, surtout si on parle de contexte récessionniste. Et on ne parle pas, pour l'année qui vient, malgré le fait qu'on parle de récession, on ne parle pas d'une baisse de l'emploi importante. Il pourrait y avoir une baisse de l'emploi, mais si elle serait peu substantielle. Il pourrait même y avoir une croissance de l'emploi compte tenu du fait qu'on demande des gens un peu partout et des gens qui seraient mis à pied ailleurs pourraient contribuer à pourvoir des emplois ailleurs, là où on demande des travailleurs. Si on va à la séquence suivante maintenant, on va voir que pour l'année qui vient de s'écouler, en fait, les salaires au Québec ont augmenté plus rapidement que la moyenne canadienne. Pour toutes sortes de raisons. Il faut voir qu'on a un taux de chômage est plus bas que la moyenne canadienne. Il faut voir que notre taux de postes vacants est très élevé. Donc, on se bataille pour la première place, finalement, entre la Colombie-Britannique et le Québec, donc pour avoir le taux de postes vacants le plus élevé. Donc, la situation est extrêmement sérieuse. Et il y a bien une façon de pouvoir conserver ou à tout le moins attirer des travailleurs, oui, des conditions de travail, mais dans un contexte d'inflation, il faut voir qu'on augmente finalement passablement la tension sur le marché du travail. Donc, les gens exigent aussi des hausses et des hausses importantes ont été accordées. On voit qu'on a culminé en matière de hausse et pour le Québec, ce sont les bâtonnets qui sont vert pomme, donc 8,1 et on voit qu'on a diminué quelque peu. On a revu une hausse à la fin de l'année, mais selon toute vraisemblance, on devrait voir des diminutions là, pour l'année qui vient, dans la mesure où on voit aussi baisser le taux d'inflation. Et on voit aussi qu'il va y avoir quand même une certaine détente sur le marché du travail, compte tenu du fait qu'on sera en récession. Si on va à la étape suivante, on va constater qu'au chapitre de l'habitation, c'est ça. Les mensualités moyennes, là, dans le fond, ont monté en flèche pour les nouveaux prêts hypothécaires. Donc, dans la région de la Naudière, il y a énormément de gens qui œuvrent dans le secteur de la construction. Et ça vous donne un aperçu là, d'effort qui est demandé par rapport au passé pour les nouveaux prêts hypothécaires. Donc, on voit qu'il y a une charge qui est plus importante et ce n'est pas étonnant dans ce contexte-là de voir un essoufflement du marché de l'habitation et de la construction neuve. En fait, il faut dire qu'on a vécu un boom important là, en 2021, alors que la croissance, finalement, du marché de la construction neuve a quand même connu une croissance importante. On pense à 2020, une croissance de 12 On parle d'une croissance de 25 des constructions neuves en 2021, donc c'est quand même pas négligeable. Pour l'année qu'on vient de vivre, 2022, il y a quand même eu un ralentissement au niveau des mises en chantier. On parle davantage d'une croissance là, qui serait d'une décroissance, en fait, autour de 16 Et pour l'année qui vient, peut-être une croissance qui serait comparable. Ça demeure encore évalué, mais on sait que pour cette année, au niveau de la construction neuve, ce sera moins trépidant que ça l'était l'année dernière, ce qui pourrait nous situer aux alentours de 46 ou 47 000 mises en chantier pour le Québec là, dans l'année, ce qui se compare un petit peu plus bas que ce qu'on avait observé en 2019. Mais on a vécu une situation vraiment d'exception à ce chapitre-là, en espérant que ça puisse, en tout le moins, tempérer les problèmes de recrutement dans le secteur de la construction, cette baisse de cadence-là, mais on ne parle pas d'effondrement. Si on va à la étape suivante maintenant, ce qu'on constate, c'est que non seulement les mises en chantier ont diminué, mais les ventes de propriétés ont diminué aussi et les nouvelles inscriptions sont en diminution également. Donc, on voit qu'il y a moins de frénésie sur le marché de l'habitation, sur le marché de la revente également. Il faut voir que les conditions qui ont favorisé l'espèce de boom qu'on a connu, qui était la pandémie, les confinements, le sort du télétravail, ces conditions-là sont en train de changer quelque peu. Donc, on ne peut pas soutenir non plus le rythme qu'on avait, ne serait-ce que même au niveau de la main-d'œuvre. Le prix des matériaux est en train de diminuer. On sait qu'au chapitre du bois aussi, il y a une diminution là, des prix qui s'observe depuis un moment et qui est encore en cours au moment où on se parle. Si on va à la étape suivante maintenant, on va voir que
si on se donne une vue d'ensemble. Donc, les prévisions de croissance économique. Donc, pour le Québec, on a toujours la fameuse ligne pointillée qui nous permet de voir où est-ce qu'on se situe. Donc, l'an dernier, on avait eu une croissance de 6 %. Puis ça, c'est ce qu'on appelle le PIB réel. On enlève tous les effets de l'inflation. Donc, cette croissance-là, elle faisait suite à une diminution importante en 2020. Donc, on a eu un rebond. Pour l'année 2022, on s'attend à une croissance aux alentours de 2,7 %. Si on regarde pour l'année 2023, on s'attend à une légère diminution de moins 0,5 %. Puis si on compare par rapport à 2020, on voit qu'on ne parle pas d'une récession profonde. Donc, oui, un ralentissement, oui, il faut vivre avec des conditions qui ne seront pas nécessairement les mêmes, mais il reste quand même que ça demeure des conditions où on va connaître, je dirais, une baisse de rythme de l'activité économique. Mais là encore, au niveau de l'emploi pour le Québec, on ne s'attend pas à des baisses importantes au chapitre de l'emploi. Maintenant, on arrive à l'ANODIER. Donc, et d'où on sait que, dans le fond, la région, c'est une région qui est quand même ouverte là, sur le monde, mais qui a quand même un bon moteur interne. Tantôt, on parlait de la demande intérieure finale, de la demande du Canada. On disait, c'est les dépenses du gouvernement, les dépenses des investissements des entreprises, de l'habitation, on regarde les dépenses des consommateurs. Mais l'ANODIER, elle dispose quand même d'un bon moteur interne, dans la mesure où on a une croissance de la population qui est quand même relativement dynamique en regard de ce qu'on peut observer ailleurs au Québec. Mais la région n'échappera pas à la morosité générale. Par contre, comme je disais, elle a des atouts, 2 atouts majeurs, la population qui demeure en croissance et le dynamisme du milieu des affaires. Si on regarde maintenant ça en détail, donc, disons, on regarde du côté du PIB. Et là, vous allez me dire, ah, il me semble que les bâtonnets sont élevés pour 2023-2024. C'est qu'on n'a pas le même outil de travail. On a toujours notre PIB, mais on ne peut pas enlever l'effet de l'inflation. Si on regarde, au moment où on se parle, on a les données seulement pour 2020, pour l'année 2020, pour notre fameux PIB. Ce à quoi on s'attend, c'est qu'on va avoir une croissance dans la région qui va être légèrement inférieure à ce qu'on va observer au Québec durant les années 2022, 2023, 2024. Donc, une croissance qui, si on mettait l'inflation comme on avait tout à l'heure, mais on ne l'a pas pour les régions, on aurait une croissance qui est légèrement négative, mais on ne parle pas d'un effondrement, on ne parle pas d'un ralentissement majeur. Si on regarde maintenant au chapitre des moteurs de la région, donc si on regarde du côté de la croissance de la population, bien, la croissance de la population, dans le fond, elle suit une tendance qui est baissière à l'image de ce qu'on observe, dans le fond, au Québec, au Canada. Donc, la croissance de la population n'est pas négative, mais la croissance de la population est de moins en moins rapide. Donc, mais cependant, elle demeure plus élevée que ce qu'on observe dans la région métropolitaine de recensement de Montréal, qui est la RMR, que ce qu'on observe au Québec. Mais on voit bien qu'on a connu quand même une croissance soutenue là, en 2016-2021. C'était vraiment là, une croissance d'exception. Il faut dire que probablement que l'année 2021 et l'année 2020 ont joué beaucoup à la hausse sur cet élément-là avec tout ce qu'on appelait le télétravail, la possibilité pour les gens de travailler à distance, donc de s'installer dans des milieux où ils auraient plus d'espace, etc. Donc, ça a amené un essor important de la population, puis on verra tout à l'heure pour la différence entre 2021 et 2022. Mais il reste qu'on a eu une croissance extrêmement importante, là, 2016-2021. Une croissance quand même encore importante là, en 2021-2026. On voit que l'écart est important avec ce qu'on observe dans la région métropolitaine de recensement et ce qu'on observe pour l'ensemble du Québec. Mais cette croissance-là sera de moins en moins importante là, au fil du temps. Puis on a un horizon jusqu'à 2046 qui sont les projections de l'Institut de la statistique du Québec. C'est les scénarios qui revisent là, annuellement. Mais il reste qu'on demeure quand même avec un moteur très fort à ce chapitre-là. Pour l'année qui vient de s'écouler, puis on va le voir à la étape suivante, en fait, l'ANODIER s'est classée là, en termes de croissance, de taux de croissance, de pourcentage de croissance de la population pour l'année entre 2022 et 2021. Donc, la croissance la plus élevée au Québec. Ce titre-là appartenait autrefois à la région des Laurentides. Alors, on a un facteur d'attrition important. Et d'où viennent les gens, mais principalement, qui viennent s'installer dans l'ANODIER?
Bien, dans le fond, la région d'origine d'où viennent plus de gens, c'est Montréal, suivi de Laval et ensuite de la Montérégie. Donc, on a réussi à courtiser les gens pour venir chez nous. Donc, si on a une campagne à faire, en fait, on sait qu'il y a de l'écho de ce côté-là. Si on veut faire connaître ou vendre la population ou la qualité de vie ou la qualité du milieu de travail, etc., on sait qu'il y a des oreilles sensibles à tout le moins là, à proximité. Si on va à la étape suivante maintenant, on va voir qu'au chapitre de l'emploi, la région, dans le fond, va connaître un ralentissement économique, oui, mais l'emploi va quand même augmenter légèrement dans la région. Et pourquoi? Pourquoi on verrait une augmentation de l'emploi dans la région? Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a un moteur important dans la région qui s'appelle la croissance de la population. Vous avez vu tous les gens qui se sont ajoutés au cours de l'année dernière. Ces gens-là ont besoin de biens et de services. Ils ont besoin de commerce parce qu'ils vont faire leurs affaires. Idéalement, dans le milieu, surtout si on leur vend, en fait, toute cette qualité de biens et de services dans la région. Donc, ça va prendre des gens pour desservir, ça va prendre des garderies, ça va prendre des services de coiffure, ça va prendre des institutions financières. Donc, ça va nécessiter l'ajout, malgré une croissance économique moins rapide et même légèrement négative en début d'année, ça va quand même nécessiter que des gens viennent offrir en fait, leur force de travail pour donner du service et vendre des biens à tous ces nouveaux arrivants-là et à la population qui est déjà en place. Donc, c'est pour ça qu'on peut envisager une légère croissance d'emploi pour l'année qui vient. Qu'en sera-t-il du taux de chômage? On va le voir à la séquence suivante. Le taux de chômage, par contre, risque d'augmenter quelque peu parce que nouvelles personnes qui arrivent ici, ça fait aussi des nouvelles personnes qui se demandent pour avoir un emploi. Dans le fond, ce sont des chercheurs d'emploi. Donc, dans la mesure où on n'aura pas une croissance économique très rapide, en fait, même légèrement négative, comme je disais tout à l'heure, ça va faire en sorte qu'on va faire que notre taux de chômage la façon dont on calcule va légèrement augmenter. Mais il en demeure pas moins que le taux de chômage dans la région va demeurer plus faible que la moyenne québécoise. Et c'est quand même là aussi un facteur d'attraction pour les travailleurs, des gens qui voudraient venir vivre dans la région. Si on va à la séquence suivante, maintenant, on va regarder au niveau de notre fameuse population active. On parle de gens qui vont travailler. Donc, la proportion de gens qui sont en âge de travailler, donc les 15 à 64 ans, dans la population totale, il faut voir que cette population-là, elle tend à diminuer. Et si on fait une comparaison, on se rend bien compte que plus récemment, notre part des 15 à 64 ans va quand même là, diminuer de façon non négligeable. Et pourquoi? En fait, c'est parce que la population vieillit aussi. On sait que dans le nord de la MRC, la population est légèrement plus âgée que dans le bas, mais il reste quand même que tout le monde est appelé à prendre de l'âge d'une façon ou d'une autre et qu'à l'image de ce qu'on peut observer dans l'ensemble du Québec, on a une diminution graduelle de la part des 15 à 64 ans. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on apprenne aussi à travailler différemment, peut-être plus d'automatisation et peut-être aussi un prolongement des gens sur le marché du travail en termes d'années. Les accommodements, ils se font déjà, mais peut-être qu'il faudra qu'on travaille différemment actuellement pour être capable de garder notre prestation de travail, notre cadence au niveau de la production. Donc, on voit que pour la région métropolitaine de l'Ascension de Montréal, la part est un peu plus importante. Il ne faut pas négliger le fait que sur l'île de Montréal, c'est là où arrive la majorité des nouveaux arrivants. Donc, nouveaux arrivants, les gens issus de l'immigration notamment, qui sont habituellement un peu plus jeunes que l'ensemble de la population, ce qui fait rajeunir un peu l'ensemble et le portrait pour la région métropolitaine de recensement de Montréal. Si on va à la étape suivante, maintenant, on va regarder notre fameux taux de remplacement. Donc, le taux de remplacement, là, ça se calcule de la façon suivante. On essaie de voir pour 100 personnes qui ont entre 55 et 64 ans. Donc, sur les gens, 55-64 ans, qui sont susceptibles de se retirer du marché du travail. Et on compare quel est le nombre de personnes entre 20 et 29 ans, qui sont habituellement des gens qui entrent sur le marché du travail, qui peuvent les remplacer. Donc, on se rend bien compte qu'en 2002, pour 100 personnes qui avaient entre 55 et 64 ans, il y en avait 100 entre 20 et 29 ans. Au moment où on se parle, pour 100 personnes qui ont 55-64 ans, il y en a 69.
On peut bien trouver que c'est difficile de trouver de la main-d'œuvre, on peut bien être essoufflé, effectivement. Et ça ne veut pas dire non plus que pour chacune des personnes entre 20 et 29 ans qui sont en mesure de prendre la relève et prendre les fonctions des personnes qui quittent. Donc, ça fait effectivement, comment dire, un marché du travail qui est extrêmement tendu. Et ce n'est pas étonnant qu'on ait de la difficulté, là, effectivement, à recruter. Si on regarde pour 2025, selon les projections de l'Institut de la statistique du Québec, ce taux-là va tendre à augmenter quelque peu. Mais il reste que ça demeure quand même là, assez préoccupant et ça va être une situation avec laquelle on va être appelé à vivre encore un bon moment. Si on va à l'acétat suivant maintenant, on va voir que malgré une baisse des transactions là, du côté de les reventes de maisons, notamment ici, on parle des reventes de maisons unifamiliales, les prix de vente des maisons unifamiliales ont quand même augmenté au cours de la dernière année et des derniers trimestres. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé la région de la Naudière avec celle de l'ensemble du Québec. Et pour les reventes de maisons unifamiliales, on a les données pour le troisième trimestre de 2021 jusqu'au troisième trimestre de 2022. Et on a comparé ça par rapport à la même période de l'année précédente. Et ce qu'on observe, c'est qu'en termes de transactions, il y a effectivement eu diminution des transactions. Il faut dire aussi qu'au chapitre des inscriptions, ça n'a pas été non plus, l'abondance. Donc, ça ne favorise pas non plus les ventes, mais on voit que la hausse des taux d'intérêt a joué aussi dans la région, malgré le fait que c'est une région qui est très dynamique en termes de population et en termes de marché de l'habitation. Donc, on a eu dans les deux cas là, des baisses là, tout près de 20% dans le nombre de maisons vendues unifamiliales. Par contre, la rareté aussi crée quand même une certaine surenchère, ce qui fait que pour l'ensemble du Québec, on a eu une croissance des prix qui était autour de 18% et dans la région, une croissance quand même de 22%, ce qui montre aussi la tension qu'on a pu observer au cours des derniers mois, en fait, des derniers trimestres. Si on regarde maintenant, on peut y aller plus en détail. Et comme je le mentionnais en début de l'entrevue, pas d'entrevue de présentation, il y a quand même des données. Les données seront disponibles par la suite, la présentation. Donc, si vous voulez prendre des notes, c'est loisir, c'est libre à vous. Cependant, vous aurez les données par la suite. Et on va à l'acétat suivant où on pourra voir qu'au chapitre des transactions, on voit que dans toutes les MRC, et là, on a la ville la plus importante là, ou en termes de grosseur de taille de population pour chacune des MRC de la Naudière, où on voit qu'il y a une diminution finalement dans toutes les régions. Donc, la baisse de cadence des ventes a été ressentie partout sur le territoire. Si on regarde maintenant du côté des prix, on va aller à l'acétat suivant. Il y a eu dans toutes les régions des hausses de prix. Il est certain qu'elles n'ont pas été, du même ordre partout. Si on constate, en Repentigny, on est légèrement en bas de 20%. Par contre, elle est en haut de 30% à Saint-Hélène ou encore à Joliette. Donc, c'est quand même là une dynamique qui est un peu différente, mais il reste que dans l'ensemble, on parle de baisse au chapitre des transactions, mais de hausse au niveau des prix. Et à l'image de ce qu'on va observer au Québec pour l'année qui vient, on s'attend à une baisse de cadence au niveau des mises en chantier, on s'attend à une baisse de cadence au niveau des reventes et on s'attend à une baisse de prix aussi. Donc, si on va à l'acétat suivant, il s'est dit beaucoup de choses à ce moment-ci, on va essayer juste de ramasser un peu là, pour la Naudière. Donc, oui, il va y avoir un ralentissement économique en 2023. Puis, comme je disais tout à l'heure, quand on regarde les acétates, on n'a pas l'effet de l'inflation, mais avec l'effet de l'inflation, si on pouvait l'avoir, on sait qu'on aurait une croissance qui est légèrement négative là, en début d'année, en 2023, pour la région, comme à l'image de ce qu'on voit au Québec. Donc, ce ralentissement-là devrait être court et modeste. Puis, il va être à l'image de ce qu'on voit pour tout l'ensemble de l'économie québécoise. Le taux de chômage va être légèrement à la hausse parce qu'il va y avoir plus de demandeurs de travail, mais l'emploi aussi devrait quand même augmenter légèrement pour répondre à la demande. Les investissements, on sait qu'ils auraient bondi d'environ entre 5 et 6 en 2022 selon les prévisions de l'Institut de la statistique du Québec. Et vous allez voir, il y a quand même beaucoup d'éléments qui nous permettent d'être optimistes pour l'année qui vient pour des investissements importants aussi. Donc, après avoir atteint un sommet en termes de croissance en 2021, puis suivi d'une diminution, le marché de la construction neuve dans la région va continuer sur la tendance baissière, c'est ce que j'évoquais tantôt.
Puis les transactions sur le marché de la revente de propriétés existantes vont subir aussi une diminution. Puis le prix de vente moyen qui avait connu une croissance de 20 en 2021 dans un marché qui était serré, mais quand même un marché qui était fortement touché par les hausses de taux d'intérêt, bien, on va diminuer de prix. Ce à quoi on s'attend, c'est des diminutions de prix moins importantes, donc plus modestes pour l'année 2023, mais il reste quand même qu'on voit qu'il y a vraiment de ce côté-là une accalmie importante, mais pas de débat. Si on regarde maintenant les régions qui pourraient nous permettre d'être optimistes, on va les regarder pour la région. Donc, à l'acétate suivant, on a mis quelques exemples. Puis, ce sont quelques exemples parmi bien d'autres, OK? On aurait pu, en fait, faire un listing où on aurait passé en revue l'ensemble des activités ou des projets et on aurait passé des heures. C'est un milieu dans la Naudière qui est particulièrement choyé en termes de dynamisme économique et dynamisme populationnel. Donc, ce qui nous permet d'être optimistes, mais dans le fond, il y a plusieurs éléments qui vont soutenir le développement économique de la région, des choses qui sont structurantes. Dans un domaine, entre autres, qu'on pourrait qualifier de traditionnel, qui est toute la question agricole, mais écoutez, on a réussi à, en fait, amener le 21e siècle à l'intérieur de cette activité-là. Donc, il y a le développement de grands projets économiques, la zone AGT, dans la MRC de l'Assomption, va se poursuivre. Il y a des investissements de plus de 600 millions. 600 millions, c'est énorme, qui sont attendus au cours des prochaines années. Donc, on s'est mis, comment dire, en mode 21e siècle. Le Living Lab de Binière, donc, qui continue de coordonner les activités puis des collaborations pour aller aussi soutenir un secteur qui est en plein essor, qui est toute la question de l'environnement innovant. Donc, on veut faire en sorte que la région demeure très dynamique, qui, oui, soigne toujours les secteurs dans lesquels elle a toujours œuvré, mais qu'en même temps, on est vers les préoccupations actuelles en matière d'innovation, qu'on demeure compétitif, qu'on demeure intéressé par toutes les questions qui sont des préoccupations actuelles, entre autres pour l'environnement, etc. Il y a des investissements routiers aussi qui vont croître de façon importante. Et là, si c'est une bonne nouvelle parce que ça permet le gain de transport des personnes et des marchandises, c'est clair que ça va amener aussi des cônes oranges, j'en suis désolée. Donc, il y a des investissements routiers de presque 260 millions qui sont prévus entre 2022 et 2024 et ça va apporter une hausse, en fait, comme telle, de 60 par rapport à l'exercice précédent, ce qui est énorme. Mais si c'est pour faire en sorte qu'on ait une activité plus grande, que les gens puissent se déplacer aussi et qu'on apprécie davantage la région, ce sera un facteur, comment dire, aussi attractif, peut-être pour d'autres résidents et d'autres entreprises. Si on va à l'acétate suivant, on a encore des raisons d'être optimiste, en fait. Il y a développement soutenu là, dans la MRC des Moulins. Il y a, comment dire, un acétate particulier, c'est une clause de fidélité compte tenu du fait que ça fait 15 ans que la MRC tient l'événement là, en collaboration avec ses partenaires. Donc, on sait qu'il y a un chantier important là, de centre de distribution de métro à Terrebonne et que l'inauguration de ce centre-là se fera cette année. On parle de 400 millions d'investissements. Il y a une cadence d'investissement importante aussi au Centre-Parc à Mascouche, avec 11 bâtiments qui sont construits ou en voie de l'être ou en chantier. Donc, il y a quand même là, un dynamisme qui s'affiche de ce côté-là. Donc, il y a du développement, oui, depuis 2019, mais du développement récent aussi qui se fait, là, notamment avec une entreprise là, qui vient d'investir 150 millions. Le groupe ADS aussi qui a tout récemment là, fait des investissements d'autour de 30 millions dans ce secteur qu'on pourrait qualifier de traditionnel, mais qui demeure fondamental pour l'ensemble de l'économie, tout ce qui est infrastructure, entre autres. Il y a le lancement du Centre de créativité et d'innovation de Nanook Plastiques, donc, dont le siège social est à Terrebonne. Donc, dans un secteur qui cherche à se renouveler, parce qu'on sait que, bon, à certains égards, le plastique est regardé un peu, pas négativement, mais à tout le moins, on questionne beaucoup sa présence, mais en même temps, on sait que dans de nombreux secteurs, il demeure, il est là pour rester. Donc, on essaie de faire en sorte qu'on tire le meilleur tout en respectant toutes les nouvelles façons de faire, les nouvelles préoccupations et toute la question du développement durable. Si on va à l'acétate suivant, on va voir qu'il y a d'autres raisons qui permettent d'être optimiste. Donc, la continuité des travaux pour le projet de mine graphique Matewini, donc avec un nouveau monde graphique, c'est dans le fond des projets qui nous permettent de soutenir
toute la question du développement des nouveaux matériaux, des nouveaux métaux. En fait, ils ne sont pas tant nouveaux comme plus rares, plus recherchés pour l'économie dans laquelle on se dirige, où il y a une plus grande électrification, entre autres. Des investissements, entre autres, dans les maisons des aînés, il y en a 4 qui sont prévus là, dans 4 MRC différentes. C'est quand même pas négligeable. C'est ça, c'est du, comment dire, plus institutionnel. Des sommes qui vont être mises aussi dans l'institutionnel, dans l'éducation, notamment une école secondaire à Terrebonne et une école primaire là, à Saint-Lin. Donc, il y a dans la santé aussi des projets, entre autres l'agrandissement d'une nouvelle unité de soins à l'hôpital Pierre-Legardeur. Donc, on voit que dans la région, il y a à la fois des projets publics, comme l'infrastructure dont on vient de parler là, aussi les travaux routiers. On a aussi des projets importants dans le secteur privé. Donc, il y a une répartition. Donc, la région, elle est mue par ses propres projets, mais il y a aussi des efforts qui sont faits pour structurer, continuer de rendre la région attractive. Donc, si on va maintenant à la CETA suivant, on va parler notamment des entreprises. Plus spécifiquement, parce qu'un grand nombre d'entre vous êtes des entrepreneurs, et on va voir que même après 3 ans où on a dû lutter, l'année qui s'en vient sera encore une année où la combativité va demeurer de mise. Voici pourquoi. Donc, on va voir que 2022, on a eu des défis importants. On peut se demander qu'est-ce qu'il en sera en 2023. Des importantes difficultés, on en a connues en 2022, entre autres la hausse des coûts d'emprunt, notamment en ce qui a trait là, au taux d'intérêt. On va regarder comment ça va évoluer. Hausse des coûts d'opération. On a vu les hausses de salaire tout à l'heure. On a vu que du côté des matières premières, il y avait eu des hausses importantes. On a vu aussi qu'au chapitre de l'énergie, on a connu plusieurs surprises. On pense entre autres là, à toute la question qui entoure la guerre en Ukraine et la hausse des prix de l'énergie. Si on regarde maintenant aussi du côté des attitudes géopolitiques importantes, je viens de les évoquer, mais du côté plus près de nos opérations, ne serait-ce que si on a un commerce de services ou un commerce de détail, il faut voir comment va évoluer la consommation, mais aussi la confiance des consommateurs. Et ce qu'on observe au moment où on se parle, en fait, c'est qu'elle est à la baisse depuis un moment. On voit aussi qu'on a eu des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Donc, on va jeter un coup d'œil brièvement sur chacun de ces éléments-là pour voir ce que nous réserve l'année 2023. Est-ce qu'on sera dans la même dynamique? Selon toute vraisemblance, à tout le moins, du côté des taux d'intérêt, la Banque du Canada devrait donner un dernier coup de hausse à 0,25 points à la rencontre du 25 janvier prochain. Donc, la semaine prochaine, devrait avoir une hausse qui amènerait les taux là, à un jour à 4,5 %. En décembre, avant que ne sortent en fait, les données pour le mois de décembre, et on les a vues seulement au mois de début janvier, donc en décembre, la plupart des analystes pensaient que les hausses de taux étaient passablement terminées. La force des résultats sur le marché du travail pour le Canada pour le mois de décembre, on a créé plus de 100 000 emplois, a forcé en fait un peu la main de la Banque du Canada et fait en sorte qu'on a voulu donner encore, comment dire, un signal comme quoi il fallait ralentir l'économie. Donc, la hausse du 0,25 % qu'on attend sera sans doute la dernière. C'est ce à quoi on s'attend. Donc, on verra comment ça va évoluer, mais selon toute vraisemblance, à la lumière de ce qu'on peut voir et ce que nous présente le graphique qui est là, c'est qu'on va ensuite avoir un plafonnement des taux pour un moment et qu'à la fin de cette année, au 4e trimestre, on devrait voir la Banque du Canada baisser quelque peu ses taux. Donc, c'est un peu là la dynamique qu'on attend. Du côté américain, on sait que l'économie a encore beaucoup d'énergie. Donc, on risque d'avoir plus de hausse de taux du côté américain. Encore pour un moment, mais il y aura une accalmie par la suite. Et vraisemblablement, je vous parlais tout à l'heure du taux canadien qui devrait plafonner aux environs de 4,5. Aux États-Unis, on serait plus près de 5 %. Donc, on devine un peu l'effet qu'on aura sur le dollar. J'y reviens là, dans quelques minutes. Donc, on regarde de ce côté-là. C'est ce à quoi c'est le scénario auquel on s'attend. Puis, je vous présentais tout à l'heure un peu quand se ferait sentir le plein effet là, des hausses de taux. On voit qu'on commence à entrer là, davantage dans le temps du plein effet. On n'a pas encore rendu là, mais il reste qu'on va probablement observer pendant un moment là, comment ça va évoluer. On va suivre les indicateurs. On est un peu comme vous sur le bout de notre chaise pour voir comment vont évoluer les indicateurs et dans quelle mesure la Banque du Canada décidera d'ajouter
ou d'augmenter ses taux, mais sans toute vraisemblance, on est vraiment là, dans le dernier écran. Si on va maintenant à la CETA suivant, on parlait tout à l'heure de la hausse des prix des métaux qui sont accélérés en 2022 et qui sont actuellement en diminution. On sait que normalement, dans un contexte de récession, les taux les prix des métaux sont appelés à diminuer. On sait en même temps que l'offre pour les métaux, ce n'est pas quelque chose qui peut bouger rapidement parce que c'est très long d'ouvrir une mine, etc., et de mettre en opération. Donc, il faut voir, il faut que les conditions de marché soient là pour que ça soit rentable, effectivement. Donc, au moment où on se parle, ce à quoi on s'attend, c'est une diminution graduelle, encore un peu, des prix des métaux, avec une remontée qui se fera sentir avec la remontée éventuelle de l'économie, donc plus vers la fin de l'année. Cependant, il y a un joueur important en matière de consommation de métaux, et c'est la Chine. Je vous disais tout à l'heure qu'avec la politique des zéro COVID qui a été abandonnée, finalement, ça fait en sorte qu'à court terme, ils ont un ralentissement important. Mais il faudra voir dans les mois qui viennent, est-ce que l'économie chinoise va repartir et elle échappera à la récession et créera une certaine pression sur la demande de matériaux, que ce soit les métaux, les céréales, etc. Donc, on a une inconnue à ce chapitre-là, mais de façon régulière, quand on a une baisse de l'activité économique mondiale, on voit une baisse des métaux. Dans ce contexte-là, si on voit une reprise à la fin de l'année 2023, on pourrait voir les prix des métaux remonter à ce moment-là. Si on va à l'acétate suivant maintenant, on voit que du côté des prix du pétrole, on a connu des baisses déjà depuis un moment. Ces jours-ci, on nous est alentours, là, pour le WTI, aux alentours de 79,80 $. Donc, pour l'année dernière, on a eu vraiment là, des hausses importantes qui se sont manifestées, notamment après que la Russie a attaqué l'Ukraine. Mais pour 2023, on s'attend à des prix en moyenne autour de 75 $. Et du côté des États-Unis, pas des États-Unis, pardon, de 2024, en moyenne, on serait plus près là, de 85 $ avec la reprise de l'économie. Il faut voir qu'il y a un détachement qui se fait aussi graduellement du côté du pétrole. C'est sûr que ce n'est pas encore très manifeste, mais toute la tendance à vouloir électrifier les transports joue d'une certaine manière. Donc, on ne s'attend pas à des hausses importantes. Mais il reste que, on parlait tout à l'heure d'incertitude géopolitique. S'il devait y avoir, disons, un changement dans la dynamique actuelle, que ce soit un conflit qui engage plus de pays ou encore un règlement par la négociation du conflit actuellement de la guerre en Ukraine, ça pourrait changer la donne. Et d'une journée à l'autre, les prix du WTI et du Brent aussi fluctuent beaucoup. Donc, ce n'est pas une donnée qu'on regarde au quotidien parce que c'est pas, il y a tellement de grande volatilité que ce n'est pas tellement, comment dire, fiable. Mais il reste qu'on s'attend à ce que pour cette année, on ait quand même là, des prix qui demeurent dans les eaux là, où on se situe actuellement. Si on regarde maintenant l'autre paramètre sur lequel je vais attirer votre attention, à l'acétate suivant, on va voir que du côté du dollar canadien, bien écoutez, on l'a comparé là, à deux monnaies, donc du côté par rapport au dollar américain et par rapport à l'euro. Donc, par rapport au dollar américain, je disais tout à l'heure qu'on s'attend à ce que la Fed augmente ses taux encore davantage au Canada. Donc, c'est sûr que ça ne sera pas à l'avantage du dollar canadien. Il faut dire aussi qu'en période de récession, le dollar américain devient une valeur refuge et que les gens demandent beaucoup plus de valeur, en fait, de beaucoup plus de dollars américains que de dollars canadiens. Il faut voir aussi qu'à brève échéance, avec la baisse des prix des métaux, et le Canada est un exportateur net de métaux, ça ne joue pas pour faire apprécier le dollar canadien. Donc, ce qu'on risque de voir dans les prochains mois et prochains trimestres, c'est un dollar canadien qui va peut-être se ramener plus près des 72-73 sous pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure et qui va se maintenir. Et puis par la suite, quand on va avoir une amélioration des conditions économiques, le dollar américain va devenir moins de valeur refuge avec le rebond ou le repart de l'économie, ce qui va faire en sorte qu'on va revenir là, plus près vers des valeurs de 75, 76, 77 sous, là, notamment en 2024, on sera à un niveau plus près là, des 78 sous qu'on peut l'être au moment où on se parle. Du côté de l'euro, on risque de voir, du côté de l'euro, dans le fond, une légère là, dépréciation là, du dollar canadien là, pour l'année qui vient. Alors, pas d'effondrement. Il n'est pas question d'effondrement du dollar canadien,
mais il reste qu'on va avoir une légère dépréciation. Il faut voir qu'avec une valeur de dollar canadien qui actuellement là, est aux alentours du 74-75 sous, pour nos exportations, ça demeure intéressant. Mais ça ne peut pas être notre seule carte de visite parce qu'on sait que les Américains investissent beaucoup, se modernisent et veulent rebâtir certaines de leurs chaînes de production, leurs chaînes de valeur à l'échelle continentale. Et si on va être capable de suivre, si on va être capable de toujours être des fournisseurs pour eux, ça va prendre de notre côté aussi, pas seulement une capacité à exporter à faible coût, mais il va falloir qu'on soit capable de les suivre technologiquement, pardon. Donc, ça demeure un défi important. Si on va à l'acétate suivant maintenant, on va voir que du côté des chaînes d'approvisionnement, la tension a passablement baissé. Ici, vous avez deux graphiques. Essentiellement, ce que ces graphiques-là disent, c'est que si on regarde, on a des indices qui nous permettent de mesurer la pression là, par rapport aux chaînes d'approvisionnement. La tension a relativement baissé, surtout en regard de ce qu'on a observé là, à la fin de 2021 et au début de 2022. Et en ce qui a trait au coût des conteneurs, on est beaucoup plus près des valeurs qui s'affichaient en 2019, soit avant la venue de la pandémie et qui est venue tout chambouler là, les opérations de transbordement, de transport, etc. Donc, ça met une pression, beaucoup moins grande sur le coût d'approvisionnement également et ça contribue à faire baisser l'inflation. C'est un des autres facteurs qui contribue à faire en sorte que le taux d'inflation diminue. Si on va à l'acétate suivant maintenant, on va voir que, je vous parlais des particuliers tout à l'heure, la confiance des ménages québécois a considérablement diminué. Donc, passablement diminué, mais on voit qu'effectivement, ça a diminué un peu plus que ce qu'on avait observé là, durant la pandémie. Mais le niveau qui est là, on n'a pas vu là, baisser beaucoup plus que ça. Oui, il peut être préoccupant, mais en même temps, si on considère le taux d'épargne des Québécois, puis on va aller à l'acétate suivant, on voit que le taux d'épargne est beaucoup plus élevé que la moyenne canadienne et surtout, il est beaucoup plus élevé que ce qu'il était en 2019, durant la décennie 2010. Ce qui fait que les gens ont quand même des réserves. Donc, on sait que, je vous disais tout à l'heure, 70% de l'économie américaine repose sur les dépenses des consommateurs. Au Canada et au Québec, ce pourcentage-là est plus près de 60%. Donc, c'est un peu moins pesant. Ça demeure important. Il reste que les gens sont près de leurs sous. L'inflation aussi a passablement miné le moral des Québécois. Mais malgré tout ça, les gens sont quand même dans une position un peu plus confortable qu'ils ne l'étaient, à terme à tout le moins, de taux d'épargne qu'ils ne l'étaient avant l'arrivée de la pandémie. Maintenant, quelques mots sur notre fameux taux de postes vacants. On va regarder à l'acétate suivant que la moyenne, en fait, là, si on regarde le troisième trimestre, donc c'est les données les plus récentes en termes de trimestre, donc c'est juillet ou septembre, au Québec, le taux de postes vacants est à 6,1 %, ce qui est relativement élevé et qu'il était passablement, élevé, notamment dans les services d'hébergement et de restauration où il dépassait les 10 %, soins de santé et assistance sociale. Les autres services, c'est tous les services de proximité. On peut penser à la coiffure, l'esthétisme, le garage, donc tous les services là, vraiment de proximité. On cherche des gens, beaucoup plus en fait à un taux là, de 7,9 % qui est plus élevé que la moyenne. On sait que dans la construction, il y a des problèmes aussi à 5,9 %. La fabrication, 6,3 %. Puis si on va en détail, on prend une loupe, on prend un peu là, sur le secteur de la fabrication, c'est ce qu'on va voir à l'acétate suivant. On voit que dans les secteurs qui sont importants pour la région ici, donc fabrication de produits de bois, fabrication d'aliments, machines et produits métalliques, on a des taux quand même relativement élevés là, des taux de postes vacants qui font en sorte que si vous vous sentez souffrir, vous avez effectivement raison de l'être parce que le recrutement est devenu pratiquement un sport extrême dans ces conditions-là. Si on regarde plus près maintenant de la région de la Naudière, on voit que le taux de postes vacants se compare, je dirais, avantageusement par rapport à celui de la moyenne québécoise. Donc, on est à 5,1 %, alors qu'en moyenne, on est à 6,1 au Québec et à Montréal, 5,7, Laval, 5,5. Ça ne veut pas dire pour autant que vous n'avez pas de difficulté. Mais à la lumière de ce qu'on peut observer là, ça demeure quand même des taux qui sont relativement, je dirais, relativement élevés, objectivement, mais la situation semble un peu moins tendue dans la Naudière qu'elle ne l'est
dans les régions qui sont à proximité. On peut penser à Laurentides, entre autres, qui ont un taux quand même relativement élevé. Si on regarde en termes de nombre de postes vacants, et c'est l'état suivant, on va voir qu'il y a tout de même plus de 9 000 emplois qui sont affichés et qui ne trouvent pas preneur, en tout cas qui ne trouvaient pas preneur là, au 3e trimestre de 2022. Ce qui veut dire que ça fait des gens qui dans les entreprises, à tout le moins, tirent la langue et ont raison d'essayer de trouver par tous les moyens possibles des personnes. 9 500 emplois environ, c'est quand même énorme. Et si on compare ça aux régions qui sont autour, donc les Laurentides, on a quand même, là, on est à la recherche d'à peu près 18 000 personnes. En Montérégie, 39 000 personnes, c'est quand même important. Donc, il s'est dit beaucoup de choses depuis le début. Je vais juste résumer en terminant et on va voir ce résumé-là à l'acétate suivant. Donc, l'inflation demeure la cible des grandes banques centrales. Ça, pour l'instant, ça va être un peu encore l'obsession de l'année 2023. Mais ce qu'on observe, c'est qu'on a quand même un relatif succès avec la baisse du taux d'inflation en montant les taux d'intérêt. La conséquence de ça, c'est une récession. Donc, les tensions géopolitiques vont continuer d'avoir un effet. OK? Un effet sur le prix des matières premières, que ce soit les céréales, les métaux, l'énergie. Donc, il va y avoir encore, ça va peser. Il va y avoir encore ce nuage-là au-dessus de la tête. Les perspectives économiques devraient s'améliorer à partir de la fin de cette année, dans tout le moins sur le continent nord-américain. Puis on sait que les hausses de taux n'ont pas produit tous leurs effets, donc on va voir encore l'inflation diminuer. La Nodière n'échappe pas au ralentissement de la cadence générale et je vous répète ce que je vous ai dit d'entrée de jeu, c'est que dans le fond, la région demeure privilégiée par la croissance de sa population puis le dynamisme de son milieu d'affaires. Voilà pour l'essentiel, je vous remercie. Merci, Mme Noreau. Merci pour cette présentation très détaillée, puis toujours ô combien aussi intéressante. Donc, c'est maintenant l'heure de passer à la période de questions. Je vous invite, si vous avez des questions, à utiliser le chat ou le question-réponse au bas de votre page. Vous pouvez aussi lever la main. On va ouvrir votre micro et pour rendre les échanges toujours plus dynamiques, si vous voulez ouvrir votre caméra, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc, on commence avec une première question, une question de Mme Dany Belleville qui demande, Mme Noreau, comment vous voyez l'impact sur les entreprises de l'augmentation importante du salaire minimum dès le 1er mai prochain? Alors donc, la hausse du salaire minimum, c'est sûr qu'elle va avoir un impact c'est indéniable sur les entreprises. Cependant, si on regarde, on la compare avec ce qu'on a vu au cours de la dernière année, je vous ramène un peu au graphique où on voyait les croissances de taux de salarial sur l'année. À mon sens, elle est moins élevée. Je devrais faire, le calcul exact, mais il reste que il y a toujours, pas une négociation, mais un partage à faire entre le fait d'avoir des travailleurs et le fait de devoir les rémunérer. Et ça, c'est de toujours. Donc, c'est clair que ça va avoir une influence, mais à mon sens, il y a beaucoup d'autres facteurs qui ont joué de façon plus importante, et ça dépend aussi des secteurs dans lesquels on œuvre, qui ont joué avec des taux d'inflation qui sont plus élevés que ce qu'on peut observer là, en termes de croissance du taux du salaire minimum. Mais c'est clair que ça va avoir un effet, mais on sait au moment où on se parle qu'avec un taux d'inflation qu'on a vu l'an dernier qui était au Québec là, aux alentours de 6,8, 6,7 %, on peut difficilement échapper à des hausses ailleurs, là, notamment en termes salariaux. Parfait. Merci beaucoup. On a aussi une question de Mme Catherine Leprince qui demande, peut-on observer une hausse du nombre d'employés étudiants dans la région de la Naudière? Donc, quel sera l'impact, en fait, du nouveau projet de loi du ministre Boulet qui encadre le travail étudiant au niveau, entre autres, de la restriction de l'âge des embauches, la réduction des heures de travail aussi? Écoutez, pour répondre à ça, il faudra avoir une idée des heures qui sont déjà offertes et qui sont déjà travaillées par les jeunes. Donc, on sera en mesure de voir quel est l'effet. Mais au moment où on se parle,
on n'a pas cette information-là pour dire, ben oui, OK, en majorité, les jeunes travaillaient, 20-22 heures et on ramène ça plus près de 15 heures. Donc, là, on pourrait essayer de calculer ça. Mais puis il y a certains jeunes qui, eux, avaient déjà limité là, à 10 heures. Il reste qu'on n'a pas, pour le moment, tout le moins, on n'a pas ce qu'il faut. Il faudra travailler par sondage, sans doute, pour faire une étude comme celle-là. Parfait. Merci. Une autre question ici de Max Lino qui demande qu'est-ce qui justifie la grande différence des taux directeurs au niveau des différentes banques centrales? Donc, la Banque centrale du Canada qui est actuellement autour de 5 versus 3 pour la Banque centrale européenne. En fait, au Canada, actuellement, on est à 4,25 et la Banque centrale européenne a commencé à hausser ses taux plus tard. Donc, dans cette opération-là, la Banque du Canada a quand même démarré parmi les premiers. La Banque d'Angleterre a commencé un peu avant, mais la Banque du Canada a été parmi les premiers à agir. Donc, commençant plus tôt, les taux ont monté, là, en fait, sont plus élevés au moment où on se parle. La Banque centrale européenne aura sans doute encore un peu de travail à faire. Puis, elle devra prendre en compte aussi toute la question de l'énergie aussi, parce qu'eux, ils sont dans une dynamique particulière compte tenu du fait qu'ils sont très, très dépendants de la question là, du gaz naturel. Donc, et tout c'est lié au conflit aussi entre la Russie et l'Ukraine. Donc, et au moment où on se parle, ils connaissent un hiver extrêmement doux. Et ça fait en sorte que ça met un peu moins de pression. Mais à partir du moment où on pourra avoir, des températures plus près de la normale, peut-être que ça fera monter la tension et ça fera monter l'aiguille, comme on dit, là, en termes de hausse de taux d'intérêt du côté de la Banque centrale européenne. Merci beaucoup. On a aussi une question de M. Michel Fréchette qui demande quand on parle de croissance économique de 2 ça inclut les augmentations des prix. Donc, considérant cela, est-ce qu'il y a vraiment une augmentation ou plutôt une baisse de l'activité économique? Ça demeure, à évaluer, mais si on parle pour l'an 2024, une croissance économique, en fait, dans le graphique, là, on avait, c'était à ce moment-là, la croissance était évaluée en réel. Donc, en réel, ça veut dire qu'on a pris en compte l'inflation. Donc, il y aurait une réelle croissance à ce moment-là. C'est seulement quand on compare avec la région où on ne peut pas avoir un taux d'inflation pour la région qu'on ne peut pas faire cet exercice-là là, de savoir exactement. Mais il reste qu'on travaille avec les tendances. Mais disons, pour le Québec, on dit une croissance de 2 ou au Canada de 2 du PIB réel. Donc, on a évacué la question de l'inflation, donc on parle de croissance à ce moment-là. Parfait, merci. On a une autre question de M. Pierre-Hugues Gervais qui demande « Existe-t-il une prévision sur la hausse de rémunération que les entreprises donneront pour l'année 2023 sous forme de pourcentage, donc près de l'inflation ou plus bas selon vous? » À ce titre-là, nous, on ne fait pas une prévision là, qui est publiée. Je vous dirais par contre, il y a plusieurs organismes qui font des exercices. On pense les CRHA, les conseillers en ressources humaines agréés. Il y a des enquêtes qui sont faites là, par des grandes firmes comme, mon Dieu, les noms m'échappent, mais il y a des grandes firmes qui font du recrutement et qui travaillent sur ces questions-là. Je pourrais trouver quelques noms de ces grandes firmes-là et les acheminer là, à Mme Bessette, à tout le moins, où on pourra fournir cette information-là. Mais il y a quand même des grands organismes qui font du recrutement et qui font des prévisions de cet ordre-là. Et il y a aussi le Conseil du patronat aussi qui publie à certains égards là, des perspectives là, quant aux hausses attendues pour l'année qui vient. Mais je vous reviens avec ça, je prends une note. Parfait, merci. Moi, je ne vois pas d'autres questions. J'invite les participants qui ont des questions à peut-être lever la main ou utiliser le chat ou le question-réponse au bas de votre page. Mélanie, je crois que, je ne sais pas si moi, je le vois, les participants qui ont la main levée, peut-être m'indiquer si toi, tu vois d'autres questions que moi. Pour le moment, je ne vois personne là, de mon côté qui a la main levée.
Parfait. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Je rappelle toutefois que la présentation sera envoyée à l'ensemble des participants. Donc, Madame Noreau, merci infiniment encore d'avoir accepté notre invitation. Bravo pour votre excellente présentation aussi. Et merci surtout de vous rendre toujours disponible là, pour nous donner certaines précisions et de répondre à nos questions. C'est vraiment très apprécié. Donc, je vais inviter pour le mot de la fin Julien et Alain, en fait, à me rejoindre. Merci, Jade. Alors, la Chambre de commerce et l'industrie des Moulins, la Chambre de commerce du Grand Joliette et la Chambre de commerce de la MRC de l'Assomption tiennent à remercier une fois de plus notre partenaire principal, Desjardins Entreprises. Merci également à la MRC des Moulins et son service de développement économique, premier instigateur de cette conférence, ainsi que la MRC de Joliette et la MRC de l'Assomption pour leur implication. Les chambres de commerce sont des organismes à but non lucratif qui doivent s'entourer de partenaires soucieux du développement économique régional. J'aimerais prendre le temps de les remercier pour leur fidélité. Merci également à nos permanences respectives qui font un excellent travail. Jade et Alain, en terminant, avez-vous une annonce à faire à vos membres avant de quitter? Bien, en fait, je veux remercier tout le monde de leur présence aujourd'hui. J'invite, je ne veux pas étirer non plus la journée, en fait, le matin, mais j'invite chaque entreprise, en fait, à visiter le site Internet, en fait, et le calendrier d'activités de vos chambres de commerce respectives. On offre plusieurs formations, il y a plusieurs événements. On est autre chose aussi que du réseautage. Donc, il y a beaucoup de programmes affiliés avec le gouvernement et la Fédération des chambres de commerce qui sont mis à votre disposition présentement. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. C'est toujours un plaisir de communiquer et de collaborer avec vous. À la CCMLA, nous sommes heureux d'annoncer la tenue de la 10e édition de notre gala Prédistinction. Nous invitons d'ailleurs les entreprises à compléter leur candidature sur notre site Internet sous l'onglet Activités d'ici le 3 février prochain. Nous tiendrons également une activité de dîner tournant le 25 janvier prochain et le 15 février se tiendra le déjeuner-conférence sous le thème Philanthropie et nouvelle génération des leviers pour les entreprises. Comme le mentionnait Jade, je vous invite à voir tous les détails sur notre site Internet. Merci à vous tous. Merci Jade, merci Alain. Du côté des Moulins, je vous rappelle 2 activités. Le 26 janvier prochain, nous avons notre 5 à 7 découverte de l'entreprise Et voilà 5 propulsée par Affaires au féminin. Et le 2 février, nous avons le souper tournant sous le thème de l'innovation propulsée par notre aile jeunesse. Vous pouvez visiter notre site web. Tous les détails liés pour vous inscrire se trouvent sur notre site web. Suivez activement nos réseaux sociaux et soyez à l'affût de nos infolettes pour rester informés. Merci d'avoir été présent avec nous ce matin. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.